Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Alors, je suis très heureux de vous accueillir ce soir dans le cadre du cycle de conférences que La Pensée et les Hommes organise avec l'Association culturelle et laïque de Waterloo et avec la Maison Galilée de Genappe, où d'ailleurs nous procédons à cet enregistrement dans le strict respect classique aujourd'hui des règles relatives à la santé publique. Je voudrais tout d'abord vous remercier d'être aussi fidèles par rapport à nos émissions, vous inviter aussi à jeter un coup d'œil sur nos émissions sur YouTube de La Pensée et les Hommes. Vous allez découvrir nos nouvelles, entre guillemets, capsules. Et donc, je pense que ça peut être intéressant pour vous et vos proches de prendre connaissance d'une série d'émissions très intéressantes que nous avons enregistrées. Je pense à une émission sur la conscience, je pense à une émission sur les forgerons en République démocratique du Congo, je pense à une émission sur les cultes à mystère. Donc, n'hésitez pas à découvrir ce que nous offrons en matière de Web TV. C'est vraiment pour nous un plaisir de vous accueillir sur notre site. Aujourd'hui, une conférence, car nous maintenons notre cycle de conférences dans le cadre de nos activités malgré les circonstances difficiles, une conférence de Patrick Hanot. Alors, je ne vais pas pérorer longtemps, même si j'en meurs d'envie, comme vous le savez, sur Patrick Hanot. Il est multidiplômé, je ne peux pas faire l'énumération, théologien, philosophe, psychologue, historien des religions. Cet homme-là est à lui tout seul un homme orchestre des sciences humaines. Mais avant tout, je voudrais mettre en évidence qu'il est professeur, il est finalement philosophe. À mon avis, c'est le cœur même de sa pensée. Il est historien des religions et il est également psychanalyste. Et je suis très heureux de l'accueillir aujourd'hui dans le cadre de ce cycle de conférences. Il va nous parler d'un sujet qui n'est pas véritablement facile, qui nous ramène dans l'Angleterre classique, mais je vais vous laisser découvrir cela et j'espère que cette conférence, comme les autres, vous plaira et que vous reviendrez vers nous lors des prochaines conférences que nous proposons dans le cadre de ce cycle, dont l'objet premier, et vous me permettrez d'évoquer Marcel Boldebal, qui a fortement accentué le concept dont la vocation première est la reliance. C'est cette reliance qui aujourd'hui est importante dans cette période, c'est cette reliance que nous sommes en train de prôner, et c'est être ensemble, malgré les circonstances, qui nous tient à cœur. Alors je vais dans le cadre donc de ces règles me masquer, ça fait un petit peu attaque de la diligence au Far West, mais enfin bon voilà, on va le faire et céder la parole à Patrick. Merci Baudouin pour cette présentation dithyrambique. Je vais essayer d'être au niveau des promesses que tu as manifestées. Nous allons ce soir parler de John Knox et Mary Stuart, une conférence que j'ai surnommée Le prophète et la reine humiliée. John Knox et Mary Stuart sont deux personnages qui ont eu une vie romanesque, aventureuse, dangereuse. Deux personnages qui vont se croiser et dont la confrontation pendant 6 ans aura été à l'image des troubles de leur siècle. Ce siècle, il s'agit bien évidemment du XVIe siècle, un siècle dont l'histoire est complexe, tourmentée. John Knox et Mary Stuart vont être des acteurs relativement secondaires de leur époque, mais ils vont être, sans le savoir, les catalyseurs de la naissance d'une nouvelle civilisation. Alors, 2 mots peut-être sur le contexte. Le XVIe siècle, au XVIe siècle, la Renaissance se répand dans toute l'Europe. C'est l'époque des grandes découvertes. L'Espagne entreprend la conquête du Nouveau Monde, ce qui va changer les mentalités, les habitudes et aussi les rapports de force entre les États européens. Et puis, l'usage de l'imprimerie se répand, ce qui va permettre la diffusion des nouvelles idées.
Enfin, la Réforme prend naissance, véritable révolution religieuse qui va durer un siècle et demi de débats, de disputes, de guerres et de persécutions, qui aboutira à la division de la chrétienté occidentale. Alors commençons par parler de John Knox, puisqu'il apparaît le premier dans l'ordre chronologique. John Knox est un réformateur. Il est l'instaurateur du calvinisme en Écosse. Il est aussi le fondateur d'un système d'éducation pour tous et il est le précurseur de la démocratie face à l'absolutisme tant royal que religieux. Alors à cette époque, au début du XVIe siècle, l'Écosse est dans une situation épouvantable. Elle est très peu peuplée, 500 à 600 000 habitants seulement, pratiquement constamment en guerre contre son voisin du Sud, l'Angleterre. Dans le Nord, les conflits entre les clans sont permanents. L'Église est riche, elle est le premier propriétaire foncier du pays, ce qui signifie que le haut clergé et les monastères sont extrêmement riches, mais les églises de village sont délabrées. Le bas clergé est ignorant. La pauvreté est telle qu'un quart des habitants vivent de rapines, mais c'est aussi le fait de certains nobles qui n'hésitent pas à se servir. Bref, dans tout le pays règne une grande violence. Alors John Knox est né à Harrington, c'est un petit bourg au sud-est d'Édimbourg, la capitale. On ne sait pas très bien en quelle année, probablement en 1513 ou 1514, c'est la date qui est à présent retenue. Il est donc le contemporain de Jean Calvin, le grand réformateur français qui est établi à Genève, qui lui est né en 1509. Donc ne perdons pas de vue que Knox et Calvin sont des acteurs de la deuxième génération de réformateurs. Cela veut dire que lorsque Luther pose l'acte fondateur de la Réformation en 1517, Calvin est âgé de 8 ans et John Knox n'a que 3 ou 4 ans. Alors la famille de John Knox est relativement modeste, parce qu'elle a quand même suffisamment de biens pour permettre à la fois au frère aîné de John Knox, William, d'ouvrir un négoce et de permettre à John Knox d'étudier, probablement à l'université de St. Andrews. Ils font partie de ce qu'on appelle la classe moyenne émergente. Alors, Knox est studieux, travailleur, il a le goût et la fierté du savoir, nous dit-on, et il va devenir clerc, c'est-à-dire religieux. Alors c'est à ce moment-là, probablement, au moment où il est étudiant, qu'il va découvrir les idées nouvelles venues d'Allemagne, où Luther prêche la réforme. Alors peut-être faut-il savoir en quoi consistent ces idées. Il y a un socle de doctrine qui est commun à toutes les formes du protestantisme. C'est avant tout le retour à la Bible. Elle doit pouvoir être à la portée de tous, elle doit pouvoir être rédigée donc dans la langue parlée par le peuple. Le reste, c'est-à-dire les traditions, les doctrines ajoutées par l'Église au fur et à mesure, au cours des siècles, doivent être abolies. C'est le principe de la sola scriptura, l'écriture seule. Et de ce principe, on peut donc déduire l'inutilité des prêtres, puisque pour les protestants, chaque chrétien est son propre prêtre, il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. On peut déduire l'idolâtrie du culte de la Vierge et des saints, l'inexistence du purgatoire, etc. Mais la doctrine majeure de Luther, c'est la justification par la foi. Alors qu'est-ce que c'est ? L'homme est rendu juste par le sacrifice du Christ qui a eu lieu une fois pour toutes. La grâce est offerte à tous
il suffit de l'accepter par la foi. Donc, les mortifications, les pèlerinages, etc., tout ça est inutile. Alors, évidemment, cela peut nous paraître curieux aujourd'hui, puisque nous vivons dans une époque, ou en tout cas dans une société, on va dire, post-chrétienne. Mais à l'époque, au XVIe siècle, les gens sont profondément religieux, et pour eux, cette signification a une très grande importance. Alors, si je simplifie ce qu'on pourrait établir comme différence entre les catholiques et les protestants, c'est que les catholiques font le bien pour être sauvés, tandis que les protestants font le bien parce qu'ils sont sauvés. Alors tout ça, ce sont des idées qui sont d'ailleurs pas si nouvelles que ça, puisqu'elles s'enracinent dans des courants de pensée plus anciens. Je pense notamment à John Wycliffe, qui est ce qu'on appelle un pré-réformateur. Il était professeur à Oxford au XIVe siècle, au XIIIe, XIVe siècle. Il prêchait à peu près la même chose. Mais finalement, toute la différence entre Luther et Wycliffe, c'est l'imprimerie. Grâce à l'imprimerie, les idées de Luther se sont répandues dans toute l'Europe et cela ne devait évidemment pas se faire sans qu'il y ait des réactions de la part des autorités. Et en Écosse, notamment, à partir de 1525 déjà, donc ça veut dire quelques années, puisque le début de la réforme est daté symboliquement de 1517, donc en 1525, des lois anti-luthériennes, comme on les appelait, sont promulguées. Alors, par exemple, il est interdit de posséder un Nouveau Testament, on est appelé à dénoncer les rassemblements, et c'est la mise à mort pour quiconque mettra en doute l'autorité du pape. Alors, à l'époque, l'Écosse est donc un royaume, et le roi est le roi James, donc Jacques V en français, cinquième du nom. Il est marié à une Française, Marie de Lorraine ou Marie de Guise. La famille de Guise, vous le savez probablement, dirige la tendance ou le parti, si vous voulez, catholique en France. Alors pourquoi une Française? Eh bien parce que la France et l'Écosse entretiennent depuis longtemps une alliance qu'on appelle the Old Alliance, donc la vieille alliance. Pourquoi cette alliance? C'est purement géopolitique, c'est tout simplement afin de pouvoir prendre en tenaille l'ennemi commun qui est l'Angleterre. Or, le roi d'Angleterre, Henri VIII, est l'oncle du roi Jacques. Les Stuarts en Écosse et les Tudors en Angleterre ont donc des liens de cousinage, ce qui va évidemment s'avérer très important dans l'histoire de ces deux nations, comme vous le savez probablement. Et à un moment, le très catholique roi Henri VIII va exprimer d'ailleurs son rejet dans un traité qu'il écrit lui-même. Il va exprimer son rejet des idées luthériennes. Mais il va être amené, peu d'années après, à rejeter la tutelle de Rome, c'est-à-dire du pape, à la suite d'un désaccord au sujet de son divorce avec Catherine d'Aragon. Catherine d'Aragon qui se trouve être la tante de l'empereur germanique Charles Quint. Donc tout ce beau monde est évidemment lié par des mariages et des alliances. Alors le divorce d'Henri VIII, l'histoire est bien connue évidemment. Le divorce d'Henri VIII est, je dirais, non pas un prétexte, mais plutôt une bonne occasion pour prendre le contrôle de l'Église d'Angleterre et s'approprier en fait tous ses biens et toutes ses richesses. Alors même si l'Église, alors qu'il s'agit d'un schisme évidemment, et même si l'Église d'Angleterre, à partir de 1534, ne reconnaît plus l'autorité du pape, on ne peut pas dire qu'elle soit encore gagnée au protestantisme. Mais, comme dans tous les pays d'Europe, les idées luthériennes d'abord, et puis calvinistes ensuite, vont gagner du terrain. Alors revenons à John Knox. John Knox, pendant ce temps, il a donc terminé ses études et il est ordonné prêtre en 1536. Il est prêtre, mais il ne gère aucune paroisse, ça ne l'intéresse pas. Ses études finalement religieuses servent uniquement
à pouvoir rentrer dans l'administration. Il préfère devenir notaire et précepteur. C'est-à-dire qu'il va occuper une partie de son temps à éduquer des fils de petite noblesse provinciale qui sont peut-être liés à, pour certains d'entre eux, en tout cas à la famille de sa mère, puisque sa mère est une Sinclair, donc qui est de petite noblesse, ou un cousinage avec la petite noblesse provinciale. Et l'autre partie de son temps va être occupée à régler des problèmes entre des fermiers. Donc c'est un homme jeune, qui n'a pas d'ambition particulière. Il a choisi l'étude, l'effacement, la vie intérieure. Et comme beaucoup d'autres membres du bas clergé, il est très probablement, on ne peut pas en être absolument certain, mais il est très probablement gagné aux idées luthériennes. En tout cas, il les connaît à l'époque, mais évidemment, il reste discret, du moins jusqu'à une rencontre qui va modifier sa vie. Alors cette rencontre, j'y viens dans quelques instants, parce que pendant ce temps-là, un événement majeur se produit. Nous sommes en décembre 1642. L'épouse du roi, Jacques V, l'épouse du roi, Marie de Guise, qui a 27 ans, donne naissance à une petite fille que l'on va appeler Marie. Mais le roi Jacques V est mourant à la suite d'une bataille qui a été catastrophique pour les Écossais. En fait, il n'est pas mort à la bataille, il est mort de maladie, presque de déception, je dirais, après cette horrible bataille où il y a finalement eu assez peu de morts. C'est la bataille de Solwamos, où il y a eu assez peu de morts, mais où presque tous les Écossais se sont retrouvés prisonniers. Jacques V se sent trahi, il tombe malade et il meurt 6 jours après la naissance de sa fille. Sa fille Marie, qui est donc notre Marie Stuart, qui est donc l'héritière du trône. Il meurt, il a 30 ans. Et sa fille est âgée d'à peine 6 jours, comme je vous le disais. Alors évidemment, il va falloir une régence. Et 2 personnages importants vont se disputer le pouvoir. Le premier, c'est le cardinal, l'archevêque de St. Andrews, donc le cardinal David Beaton. C'est un homme intelligent, ambitieux, puissant, riche, débauché notoire. Et puis l'autre, c'est James Hamilton, qui est le comte d'Arran. Il est pro-anglais et il est considéré comme favorable au protestantisme, en tout cas aux idées luthériennes. Et c'est Arran qui va devenir gouverneur de l'Écosse. La petite Marie, elle, est confiée à la garde de sa mère. Alors que le comte d'Arran soit au pouvoir, en quelque sorte, arrange bien les affaires du roi d'Angleterre, Henri VIII. Henri VIII propose immédiatement qu'une promesse de mariage soit établie entre la petite Marie Stuart, qui vient de naître, et son seul héritier mâle, le jeune Édouard, qui est encore un petit enfant, qui est le fils de sa 3e épouse, le seul fils qu'il aura jamais, et qui donc est l'héritier du trône, puisque à l'époque les garçons passent avant les filles. Il est l'héritier du trône aux dépens de ses 2 sœurs aînées, qui sont la fille de Catherine d'Aragon, qui est Marie, qu'on appellera par la suite Marie Tudor, et puis la fille de sa 2e épouse, Anne Boleyn, qui s'appelle Élisabeth, et qui deviendra par la suite Élisabeth Ière. Mais Édouard doit devenir roi d'abord. Donc on propose un mariage entre ces 2 enfants, une promesse de mariage en tout cas. C'est très important pour la suite des choses de savoir que Marie, la fille de Catherine d'Aragon, est catholique, était élevée de manière catholique, tandis que Élisabeth a reçu une éducation protestante, ainsi que le petit Édouard. Donc pour Henri VIII, ce mariage serait une bonne façon de permettre à l'Angleterre finalement de s'approprier l'Écosse. Mais voilà que le cardinal Beaton, donc, qui est plutôt francophile et catholique forcément, reprend de l'influence. On lutte contre les Anglais, on supplie les Français d'intervenir, on pourchasse les protestants qui sont considérés comme alliés potentiels des Anglais. Pourquoi ? Parce que tout simplement l'alliance prévue, qui s'appelle le traité de Greenwich,
qui devait autoriser ce mariage entre ces deux princes, finalement est dénoncé par l'Écosse. Le roi Henri VIII est furieux et il décide d'envahir l'Écosse. Il envahit une partie de l'Écosse, on détruit plus de 200 villages, on détruit Édimbourg. C'est à ce moment-là d'ailleurs que l'abbaye qui se trouve à côté du palais d'Holyrood est complètement détruite. On détruit plusieurs abbayes. Bref, le pays est ravagé par les armées anglaises et le cardinal Beaton, donc, qui a repris de l'affluence et du pouvoir, fait appel aux Français. Alors, que devient John Knox pendant ce temps-là? Alors, John Knox, je l'avais laissé au moment où il allait faire une rencontre importante. Nous sommes en 1543-1544 et il se retrouve au contact avec un prédicateur protestant du nom de John Wishart. Ils ont le même âge, ils ont fait les mêmes études. En plus de St Andrew, Wishart a étudié à Louvain, pas loin d'ici. Il enseigne le grec. Mais surtout, il ne cache pas son protestantisme. Et Knox va être engagé en quelque sorte aux côtés de Wishart, et Knox va devenir son garde du corps, littéralement. Il va porter l'épée. À chaque fois que Wishart s'adressera à un groupe ou à une paroisse, Knox sera près de lui, l'épée à la main. Évidemment, son adhésion au protestantisme devient alors officielle, et donc il en accepte tous les dangers. Et les dangers sont grands. Wishart est d'ailleurs arrêté quelques années plus tard, il est condamné, il est brûlé sous les yeux du cardinal Beacon. Et les protestants, choqués évidemment par cette arrestation, décident de se venger, et un petit groupe de protestants s'empare du château de St Andrew, assassine le cardinal, et une fois dans la place, ils vont rester plus d'1 an. John Knox se joint à eux. Je ne dis pas que John Knox était le complice des assassins du cardinal, mais enfin, en tout cas, il ne condamne pas cette exécution. John Knox se joint à eux, il va devenir leur prédicateur. Et c'est là qu'il va connaître sa véritable conversion. Les troupes françaises qui sont venues combattre les Anglais s'emparent du château, et puisque les protestants écossais sont considérés comme pro-anglais, John Knox se retrouve condamné aux galères. Nous sommes en juillet 1547. Et il va rester galérien pendant 19 mois. Alors il se passe beaucoup de choses en 1547, une série de décès qui vont faire avancer le cours de l'histoire. Tout d'abord, au mois de janvier, le roi de France, François Ier, meurt. C'est donc son fils, Henri II, qui va devenir roi. Et puis 2 mois après, c'est le roi d'Angleterre, Henri VIII, qui décède. Donc son fils, Édouard VI, devient roi. Il a reçu, je vous rappelle, une éducation protestante. Mais il n'a que 9 ans. Alors les Français proposent aux Écossais une alliance qui comporterait une promesse de mariage entre la petite Marie, notre Marie Stuart, et le dauphin François, le fils du roi Henri II de France. Par ailleurs, c'est également l'année de décès de Martin Luther, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec notre histoire, donc je laisse ça de côté. Ce qui fait que l'année suivante, en août 1548, Marie Stuart, qui n'est qu'une petite enfant de 5 ans et demi, embarque pour la France. Pendant ce temps-là, je vous le rappelle, John Knox est aux galères. Et la petite Marie Stuart va être élevée, éduquée comme une princesse française à la cour du roi Henri II. En mars 1549, Knox est libéré. Alors, il ne peut pas se rendre en Écosse, qui est désormais sous la coupe des Français, alliée à la régente Marie de Guise. Alors, il rejoint le nord de l'Angleterre. Il prêche à Berwick, à Newcastle. Il s'occupe de communautés protestantes. Il est à la cour du jeune roi Édouard VI. Il devient l'un de ses 6 chapelains. Et il va prêcher d'ailleurs à Hampton Court, il va prêcher à Westminster.
et c'est au titre de chapelain de la cour qu'il va participer à la rédaction du fameux Book of Common Prayer, donc le livre de la prière en commun, qui date de 1552 et qui est une sorte de missel qui règle un petit peu toute la liturgie de l'Église anglicane. Alors le jeune roi protestant meurt à l'âge de 15 ans, en 1553, et c'est sa sœur aînée, Marie, la fille de Catherine d'Aragon, qui devient reine. C'est donc le retour du catholicisme et le retour de la persécution des protestants qui commence. Marie Ière, Marie Tudor, comme on l'appelle parfois en France, sera surnommée Bloody Mary, Marie la sanglante. Et pour couronner le tout, Marie, la nouvelle reine d'Angleterre, va épouser le roi d'Espagne, Philippe II, fils de Charles Quint. Pour beaucoup de protestants, c'est une catastrophe absolue. Et beaucoup s'exilent. C'est le cas de Knox, d'ailleurs, qui décide de quitter l'Angleterre. Il part en Suisse, il va rencontrer les grands théologiens protestants. Je vous rappelle que Luther est mort déjà. Alors il écrit beaucoup pendant les années qui suivent, pendant je dirais la dizaine d'années qui suit ces années d'exil. Il écrit beaucoup, notamment des épîtres pastorales, où l'on voit d'ailleurs toute sa subtilité et toute sa sensibilité. Knox, qui est connu souvent comme un prédicateur intransigeant, presque intolérant, en fait, montre justement dans ses écrits qu'il est quelqu'un qui peut avoir une très grande douceur pastorale. Il écrit des traités, autant politiques d'ailleurs que théologiques, et puis des pamphlets. Et en 1555, il revient pour quelques mois en Écosse. C'est là d'ailleurs qu'il se marie avec une jeune femme qu'il a rencontrée en Angleterre. Je vous dis au passage, donc il deviendra veuf en 1560 et puis il se remariera à la fin de sa vie avec, ironie des choses, n'est-ce pas, avec une jeune femme qui s'appelle, très jeune femme, qui s'appellera Stuart, donc qui sera de la famille, une lointaine cousine de la famille royale d'Angleterre. Il se marie, puis il retourne en Suisse, et il va devenir pasteur des réfugiés anglais à Genève. Il y a beaucoup de réfugiés à Genève. Genève qu'on a surnommée la Rome protestante, là où j'allais dire où règne Calvin, en tout cas où Calvin s'est établi, où on l'a invité finalement à diriger l'Église. Et alors de là, il sera rappelé quelques années par la suite, donc il va très bien connaître Calvin, hein, il va le fréquenter, et de là, par la suite, il sera rappelé par la noblesse protestante d'Écosse pour prendre la tête du mouvement de réforme. Alors, c'est peu dire en fait qu'il est impressionné par les réalisations de Calvin à Genève. Cette ville est pour lui, je le cite, la plus parfaite école du Christ qui fut jamais sur terre depuis les apôtres. En d'autres lieux, je l'avoue, Christ est prêché selon la vérité, mais des mœurs et une religion aussi sincèrement réformée, je n'en ai vu nulle part encore. Voilà ce que Knox écrit à propos de Genève, de la Genève calviniste. Alors il part définitivement pour l'Écosse à la fin de 1558. Il ne peut pas passer par l'Angleterre. Pourquoi ? Parce qu'il vient de publier un pamphlet qui est intitulé « Le premier coup de trompette contre le gouvernement monstrueux des femmes ». C'est un pamphlet. Bien entendu, il vise la régente Marie de Guise en Écosse. Il vise aussi la reine Marie Ière d'Angleterre. Seulement, Marie Ière vient de décéder sans enfant, ce qui fait que c'est sa demi-sœur Élisabeth, qui est d'éducation protestante, qui lui succède en novembre 1558. Et Élisabeth, elle a lu le pamphlet de Knox et elle n'apprécie pas trop, évidemment, ce qu'il dit par rapport au gouvernement des femmes. Alors, je dirais, rien que le titre de ce pamphlet montre à quel point Knox est impressionnant par son audace, par ses provocations parfois. Et pourtant, il reste un homme sensible, soucieux des autres. Hein, on le voit dans sa correspondance.
Il dévoile même sa fragilité à certains de ses interlocuteurs, je pense notamment à sa belle-mère, avec qui il était très lié. Et même s'il fait preuve de courage, il n'est pourtant pas candidat au martyre. Lorsque sa vie est trop menacée, il s'exile, il part, il s'enfuit. C'est le cas en Écosse, c'est le cas en Angleterre, ce sera le cas, je ne l'ai pas raconté, mais à Francfort notamment, où il va être dénoncé parce qu'il avait écrit justement dans un autre traité, il avait comparé l'empereur Charles Quint à l'empereur Néron, donc pour échapper au risque qu'il encourait, il a préféré s'enfuir. Donc il n'est pas candidat au martyre, mais il fait preuve d'un certain courage. Il sait affronter l'adversité malgré tout. Il ne montre guère, me semble-t-il, d'ambition personnelle. C'est un homme de devoir. Il ne prend de décision qu'après mûre réflexion et après avoir consulté ses amis. C'est le cas, par exemple, quand on lui propose de revenir en Écosse. Tout de suite, il va voir Calvin pour lui demander ce qu'il en pense. Il va voir les autres pasteurs, ses collègues. Alors, il veut bien croire qu'il est appelé par la volonté de Dieu, mais cette volonté de Dieu, elle doit être confirmée par les vœux de toute l'Assemblée, ou en tout cas d'un plus grand nombre. Il y a quelque chose finalement de très démocratique derrière cette façade religieuse, je dirais. Je vous disais qu'il hésitait à rentrer en Écosse, mais finalement, il rentre, il arrive au début de l'année 1559, et automatiquement, il se met au travail. Il va prêcher dans différentes villes, notamment à St Andrews, et la régente Marie de Guise décède quelques mois plus tard, en juin 1560, et Knox et ses amis font un petit peu comme si il n'y avait plus de pouvoir royal, un petit peu comme si on allait vers une république. Ils prennent des décisions. Alors, je vous rappelle que la reine, c'est toujours Marie Stuart, qui est en France. Mais évidemment, en Écosse, maintenant que la régente n'est plus là, on fait un petit peu ce qu'on veut. Et on va rédiger une confession de foi écossaise qui est adoptée par le Parlement le 17 août 1560. Ça veut dire que le Parlement, donc en fait les nobles écossais, une partie du peuple, prend la décision de rejoindre le protestantisme. On va rédiger le Book of Discipline, donc c'est le code de discipline, si vous voulez. Le Book of Common Order, qui est l'équivalent anglais du Book of Common Prayer, qui est anglican, dont je vous parlais tout à l'heure. Le Book of Common Order, qu'on peut traduire par le livre de l'ordre commun, de la communauté, reprend toute la liturgie qui est nécessaire, je dirais, pour le culte. Donc Knox, finalement, il organise la vie de l'Église. Et cette Église, elle sera presbytérienne, donc démocratique. Alors je crois que le moment est venu d'expliquer ce que ça veut dire, presbytérien. Il y a plusieurs formes d'organisation des églises protestantes. Il y a la forme épiscopale. Épiscopale vient d'épiscopos, qui veut dire évêque. Alors, ce sont les églises, on va dire, luthériennes. On a gardé les évêques, les églises anglicanes, etc. Mais il ne faut pas trop s'y fier parce que on ne garde ce nom que pour la forme aujourd'hui. Je vous explique ça dans une minute. Il y a la forme presbytérienne, où finalement, presbytéros, c'est l'ancien, donc ce sont des laïcs le plus souvent, pas nécessairement, mais en général, ce sont des laïcs qui sont choisis par l'Assemblée, donc dans une paroisse, et qui forment un conseil presbytérien qui va décider de la voie à suivre pour l'Église. Ils vont choisir, par exemple, qui sera pasteur, ils peuvent révoquer un pasteur, etc. Et puis, il y a donc tout un système de représentation qui fait qu'on peut avoir régulièrement un synode où se réunissent plusieurs délégués venus des presbytères
Et même, ce sera le cas dans l'Église presbytérienne d'Écosse, une fois par an, il y a une assemblée générale qui réunit tous les délégués des différents synodes. Donc vous voyez, c'est un système très démocratique. Ça marche du bas vers le haut, je dirais, du peuple vers la direction. Tandis que dans le système épiscopal, on a l'impression en tout cas que la direction se fait par les évêques. Je cite une troisième forme d'organisation de l'Église, qui est la forme congrégationaliste. Vous entendez le mot congrégation dedans. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune autorité au-dessus du niveau paroissial. C'est une forme qui existe encore aujourd'hui dans certaines églises protestantes, notamment des églises évangéliques. Mais cette forme presbytérienne, elle a évolué. Aujourd'hui, on parle plutôt de forme presbytéro-synodale. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette étape intermédiaire qui est le synode dont je vous parlais. Et puis, quand je vous parlais d'église épiscopale, je vous disais aussi qu'aujourd'hui, cette forme n'est que formelle, effectivement. Dans l'église protestante d'Angleterre, donc dans l'église anglicane, on parle bien toujours d'évêques, il y a des évêques, mais ils sont non pas choisis, ils ne se cooptent pas entre eux, ils sont choisis par une l'Église. Alors je dirais que Knox n'est pas un grand théologien comme Calvin. Valable pour les garçons et les filles. Alors, pendant qu'il agit, je dirais, en Écosse, que se passe-t-il pour Marie Stuart ? Eh bien, pendant ce temps, en France, donc, elle a épousé, finalement, le dauphin François, à Notre-Dame de Paris, en 1558. Et puis, au moment où donc Knox rentre en Écosse. Et puis, les événements se sont précipités. Pourquoi ? Parce que Henri II est décédé, comme vous le savez probablement, suite à un accident, et son fils devient roi en juillet 1559 sous le nom de François II. C'est la fin des Valois qui se termine par trois frères, François II, Charles IX et Henri III. François II est très très jeune et Marie Stuart dès lors devient reine de France. Elle ne va pas être reine de France très longtemps parce que François II décède suite à un abcès à l'oreille. Il décède en décembre 1560. Et donc Marie devient veuve. Elle est reine douairière de France. En France, on ne veut pas tellement d'une veuve. Pourquoi ? Parce que Charles IX, qui est un enfant, devient roi. Finalement, qui est régente ? C'est sa mère, Catherine de Médicis. Catherine de Médicis n'a pas tellement envie d'avoir près d'elle une sorte de concurrente. Et elle prie Marie Stuart de rentrer finalement dans son pays. Elle lui rappelle qu'elle est toujours reine d'Écosse. Et donc, Marie Stuart reçoit des délégués de l'Écosse, des ambassadeurs, si vous voulez. Parmi eux, il y a son frère, son demi-frère, James Stuart, qui est le fils d'un bâtard de Jacques V, et qui est un homme qui va devenir de plus en plus important en Écosse à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'il a choisi le protestantisme. Et il propose à sa demi-sœur, la reine, de rentrer en Écosse à condition qu'elle ne fasse rien pour changer les décisions du Parlement. L'Écosse doit rester protestante. Et à cette condition, on lui permettra à elle, qui est catholique, de pratiquer sa religion, le catholicisme. Tout ça est fait dans le dos de Knox. Et en 1561, Marie Stuart rentre donc en Écosse.
À peine arrivée, 5 jours après, elle fait dire une messe dans la chapelle privée du palais de Holyrood. À l'idée qu'une seule messe soit dite encore en Écosse, Knox est révolté. Alors vous allez me dire pourquoi ? Pourquoi cette haine, cette révolte contre la messe catholique ? Peut-être faut-il dire un mot à propos de ce que représente la messe pour un protestant. La messe veut dire repas en fait, que l'on appelle parfois l'Eucharistie, c'est ce moment le plus important de la messe, et qu'on appelle chez les protestants la Seine, comme dans la Seine de Vinci, vous connaissez le tableau, ou la Sainte Seine. C'est donc le repas. Je vous ferai remarquer, si vous allez dans un temple protestant, surtout un temple, je dirais, de tradition calviniste, qu'est-ce qui est l'élément le plus important dans un temple ? C'est la chaire, c'est-à-dire l'endroit d'où le prédicateur parle. Parce que ce qui est le plus important dans un temple protestant, c'est la parole de Dieu, donc la Bible, qu'on le commente. Donc voilà, c'est la prédication qui est la partie la plus importante du culte. Dans une église catholique, qu'est-ce qu'on voit en premier ? C'est la table de communion. Donc, parce que c'est une messe, c'est un repas. Petite différence déjà visuelle tout de suite. Qu'est-ce qu'on reproche donc à cette Eucharistie catholique ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la transsubstantiation. C'est un mot un peu complexe. Transsubstantiation veut dire tout simplement, chez les catholiques, que le corps et le sang de Jésus deviennent le pain et le vin. Je dis bien deviennent, c'est-à-dire que le pain et le vin sont réellement le corps et le sang de Jésus. Un miracle, si vous voulez. En plus de ça, ce qui était inconcevable pour les protestants. En plus de ça, ce qui est insupportable pour les protestants, c'est que la messe est un sacrifice propitiatoire. Si vous voulez, on recrée le sacrifice de Jésus qui est censé, rappelez-vous, la justification par la foi, qui est censé être mort pour les péchés des hommes, une fois pour toutes, disent les protestants. Donc il n'est pas question de réitérer ce sacrifice en permanence, tous les jours. Donc c'est une idolâtrie pour les protestants. C'est un non-sens. Et donc cette transsubstantiation et ce sacrifice propitiatoire sont exclus de la vision protestante. Donc tous les protestants sont absolument d'accord là-dessus. Mais entre protestants, il y a évidemment des différences. Alors Luther, qui est peut-être le plus proche de la conception catholique de la messe, Luther va faire une sorte de compromis en parlant de consubstantiation. La consubstantiation veut dire simplement que le pain et le vin sont réellement du pain et du vin, mais qu'à côté, en plus, il y a la présence réelle du corps et du sang de Jésus. Bon, ça, c'est les luthériens. À l'extrême opposé, il y a les idées du réformateur Zwingli, le réformateur suisse-allemand à Zurich, qui dit non, tout ça n'a rien à voir, il n'y a pas de présence réelle, c'est un mémorial, c'est une commémoration, un souvenir. Et donc, le pain et le vin sont du pain et du vin, tout simplement, et on fait ça en mémoire de ce geste que Jésus a enseigné aux chrétiens. Et Calvin, comme souvent, je dirais, va trouver une sorte de juste milieu, de compromis, où il va parler finalement de mémorial, donc il reprend la position de Zwingli, mais en même temps, il va parler de présence spirituelle, c'est-à-dire que Jésus est présent par le Saint-Esprit. Voilà, on a arrangé un petit peu les choses, il n'y a plus de présence réelle, il est présent en esprit. C'est la position médiane, si vous voulez. Et c'est la position, évidemment, que vont reprendre les presbytériens écossais, donc par l'intermédiaire de Knox. Donc voilà pourquoi, aux yeux de Knox, qui a vu des protestants brûlés, torturés, etc., il y a quand même eu des choses épouvantables. Pensez au moment où le cardinal était encore, l'archevêque de Saint Andrew était encore au pouvoir. Je pense à
une femme qui avait refusé d'invoquer la Vierge Marie au moment de son accouchement, qui a été condamnée à mort pour ça, elle a été noyée. Donc ça a fortement choqué les esprits. Donc on est dans un siècle d'une extrême violence. Et je ne suis pas en train de dire que les catholiques sont plus violents que les protestants, il y a eu des violences de deux côtés. Mais nous sommes dans un siècle où on n'hésite pas à tuer pour défendre ses opinions. Donc, l'idée d'une messe, même dans la chapelle privée de Marie Stuart, est une abomination pour John Knox. Alors, ils vont avoir en tout 5 entretiens. Ils vont se voir 5 fois, en l'espace d'un peu plus d'une année. La première fois, c'est en décembre 1562. En fait, c'est la reine qui convoque Knox, parce qu'elle a entendu dire ce qu'il disait. Évidemment, Knox est devenu quelqu'un d'important. C'est quand même lui qui a écrit les textes qui sont devenus maintenant incontournables et qui ont été votés par le Parlement. Donc, la reine, évidemment, a dans l'esprit quand même toujours l'idée de faire revenir son pays au catholicisme, ou en tout cas, elle essaie d'être la plus conciliante possible avec Knox. Mais Knox n'est pas conciliant. Il n'est pas conciliant avec la reine parce qu'il prend cette position du prophète. Alors je m'explique, c'est ça qui a donné mon titre à cet exposé. Ce prophète, on pense au prophète Élie lorsqu'il va voir le roi Akab, c'est dans l'Ancien Testament, dans le livre des rois, et sa femme c'est Jézabel. Vous savez, ce nom Jézabel, même si on ne connaît pas bien la littérature biblique, on connaît le nom Jézabel. Je crois même qu'il y a une chanson d'Édith Piaf qui porte ce nom, quelque chose comme ça. Et donc ce nom a été retenu, je dirais, dans notre inconscient collectif, si je peux dire, comme étant celui d'une femme dépravée qui attire son mari du mauvais côté, je dirais. Effectivement, la reine, la femme du roi Akab, qui était le roi d'Israël, elle était d'origine, je crois qu'elle était philistine ou quelque chose comme ça. Enfin, elle n'était pas israélite. Et elle essayait de le faire revenir vers les divinités, évidemment, qui étaient honorées à l'époque dans son peuple. Et donc, il prend l'attitude implacable du prophète qui dit à la reine en face, qui lui dit « Ceci est inadmissible, vous ne pouvez pas faire cela, attention à ce que vous faites, parce que sinon, il y aura des conséquences. » Et il dit ouvertement à la reine Marie Stuart que face à une reine ou un roi qui sort du droit chemin, je dirais, prévu par le peuple, par le Parlement, ce roi ou cette reine peut être finalement détrôné. Alors, vous connaissez tous la fin de Marie Stuart, parce que l'histoire de Marie Stuart est beaucoup plus connue que celle de John Knox. En 1565, la reine, il a été question à un moment qu'elle épouse Don Carlos, le fils de Philippe II d'Espagne. Mais bon. En 1565, la reine épouse en seconde noces un cousin, Henry Stuart, Lord Darnley, duquel elle va avoir un fils qui va naître en 1556, mais le mariage est malheureux. Darnley, il est ambitieux, jaloux, violent, et il fait même assassiner en présence de son épouse le secrétaire particulier qu'elle appréciait beaucoup, un certain David Rizzo. Et dès la naissance de son fils, qu'elle va appeler Jacques, Marie va avoir une liaison avec le comte Bothwell, dont la rumeur dit qu'il est impliqué dans l'assassinat de Darnley. Donc, Marie est veuve une seconde fois, et de manière assez maladroite, elle épouse Bothwell 3 mois après l'assassinat de son deuxième époux. Les nobles écossais s'émeuvent de la situation et exigent l'abdication de Marie Stuart au profit de son fils qui, à l'âge d'1 an, règne sous le nom de Jacques VI. À la suite d'une autre maladresse, elles se sont contraintes de s'exiler et elle choisit l'Angleterre où règne désormais sa cousine Élisabeth, dont elle est l'héritière.
et les deux reines cousines, comme vous le savez probablement, ne se rencontreront jamais. Marie Stuart se retrouve en quelque sorte en liberté surveillée dans différents châteaux. Elle est espionnée et elle est même piégée, je pense, lorsqu'une tentative de complot contre Élisabeth est découverte. Ce sera le prétexte pour sa condamnation. Elle est exécutée en 1587. Alors, quant à John Knox, lui, il meurt un peu avant, en 1572. Mais la lutte pour l'indépendance de l'Église presbytérienne d'Écosse ne disparaît pas avec la mort de John Knox. Car Jacques VI, le fils de Marie Stuart, est un roi, certes protestant, il a été éduqué en bon protestant, mais il veut garder le contrôle sur l'Église, parce qu'il est roi avant tout. Il veut imposer les évêques, un petit peu comme ça se fait dans l'Église d'Angleterre. Et cela va provoquer ce qu'on a appelé la guerre des évêques, qui sera d'autant plus forte lorsque Élisabeth meurt en 1603, donc la reine Élisabeth Ier meurt en 1603, donc son héritier, le roi Jacques VI d'Écosse, devient roi d'Angleterre également sous le nom de Jacques Ier. Donc Jacques VI d'Écosse devient Jacques Ier d'Angleterre. C'est ce qu'on appelle l'union des couronnes. Et les Écossais, les presbytériens, craignent une unification des deux églises. Une crainte qui sera d'ailleurs renouvelée un siècle plus tard, en 1707, lorsque par l'acte d'union, les deux pays disparaissent au profit d'un seul royaume qu'on va appeler désormais la Grande-Bretagne. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui encore, Élisabeth II est toujours défenseur de la foi, un titre qui avait été donné à son ancêtre Henri VIII. Élisabeth II est défenseur de la foi et gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre. Évidemment, elle ne s'occupe pas des affaires de l'Église, c'est en fait l'archevêque de Canterbury qui s'en occupe, mais enfin, officiellement, elle est le chef de l'Église d'Angleterre, gouverneur suprême. Par contre, en Écosse, suite à l'acte d'union en 1707, le rôle du souverain est, je cite, de préserver le maintien de la vraie religion protestante établie par les lois écossaises. Autrement dit, laissez l'anglicanisme de côté. Ici, vous êtes en Écosse, hein, nous sommes dans la vraie religion, et vous ferez exactement comme nous l'avons décidé. Et en Écosse, la reine est simplement membre d'office, hein, elle est membre ordinaire de l'Église. Alors, elle a néanmoins le pouvoir d'assister aux assemblées générales ou de nommer un lord haut commissaire pour la représenter. Alors, je voudrais terminer en évoquant simplement quel est le legs finalement du protestantisme écossais. Pourquoi parler du protestantisme écossais? Parce que finalement, c'est un tout petit pays, même aujourd'hui, il y a quoi? Il y a 5,5 millions d'Écossais. Hein, c'est 10 fois plus qu'à l'époque, mais ça reste très marginal sur la carte de l'Europe. Mais le protestantisme écossais, d'abord, c'était une expérience extraordinaire parce que c'était la première fois que le calvinisme était appliqué, c'est-à-dire l'ecclésiologie de Jean Calvin était appliquée à tout un peuple, à tout un pays. Calvin, qui est d'origine française, comme vous savez, il est originaire du nord de la France, de Noyon, et il s'établit, à la demande des Genevois, il s'établit à Genève, et il va fonder une espèce de cité de Dieu, une espèce de théocratie, si vous voulez, qui est l'exemple même du protestantisme appliqué. Et Knox va reprendre cet exemple, à peu près intégralement, vraiment à quelques détails près. Il le reprend pour l'appliquer à tout un pays, à l'Écosse, qui est à l'époque un royaume indépendant. Première chose qu'il faut souligner. Donc c'est intéressant à ce niveau-là, au niveau historique et au niveau religieux. Deuxième chose qu'il faut souligner, c'est le caractère démocratique de cette Église presbytérienne. Ça nous semble normal maintenant, parce que nous savons ce que c'est que la démocratie. À l'époque, au XVIe siècle, même à la fin du XVIe siècle, c'est loin d'être évident. Donc il y a vraiment une démocratie, un système démocratique qui est mis en place dans l'Église, qui
et un système de séparation, alors j'emploie des termes modernes, mais un système de séparation de l'Église et de l'État. C'est-à-dire que les presbytériens n'ont jamais voulu qu'un roi, quel qu'il fût, ait un droit de regard sur leur manière de gérer les affaires de l'Église. Et ils ont lutté contre leur propre roi, s'il le fallait. Donc la démocratie qui va faire des petits, si je peux dire, puisque bon, peu de temps après, finalement, si on compte bien, c'était finalement que quelques décennies plus tard que les colonies anglaises d'Amérique du Nord vont créer la première grande démocratie moderne, si vous voulez. Même chose en Angleterre, mais la présence des presbytériens qui est importante chez ils émigrent énormément, donc il y a beaucoup de presbytériens qui se retrouvent en Amérique du Nord, et donc la présence du presbytérianisme est importante en Amérique du Nord, va certainement avoir une influence sur la création de la démocratie moderne. En plus, autre chose qu'il faut souligner, c'est que cette Écosse que je vous ai décrite au début de mon exposé comme étant un pays épouvantable, un pays extrêmement violent, un pays très pauvre, va devenir, peu de temps finalement après la réforme de John Knox, va devenir le lieu de ce qu'on va appeler les Lumières écossaises. Au XVIIIe siècle, on va parler des Lumières écossaises comme on parle des Lumières françaises, de l'Aufklärung allemand ou des Lumières britanniques. Ça veut dire qu'il va y avoir un certain nombre de philosophes, de grands penseurs. Alors, on évoque toujours les deux mêmes, je vais les citer, c'est David Hume et Adam Smith, le père du libéralisme, qui vont quand même avoir une grande influence sur l'histoire contemporaine. Je pense que s'il n'y avait pas eu Knox et le protestantisme calviniste qu'il a imposé d'une certaine manière à l'Écosse, qu'il a organisé, je pense que tout cela n'aurait pas été possible. Alors, je vais en rester là. Peut-être simplement, pour ceux qui s'intéressent à ce sujet, proposer trois livres qui sont en français. Bon, c'est tout d'abord, je pense que c'est très connu, c'est de l'historien Michel Duchin, L'Histoire de l'Écosse, qui est publié chez Fayard, Histoire de l'Écosse, qui est fort bien rédigée. Il a écrit également une biographie de Marie Stuart, il a écrit aussi une biographie d'Élisabeth Ier, etc. Toujours Michel Duchin, toujours chez Fayard. Et puis alors, peut-être un peu plus philosophique, un peu plus théologique, je dirais, une biographie en français de John Knox, écrite par Pierre Janton aux éditions du Cerf. Voilà, j'en reste ici pour aujourd'hui. J'espère que cet exposé vous a intéressé et que vous pourrez aller par vous-même un peu plus loin. Je vous remercie pour votre attention.